Bonjour à tous. Notre projet, dans le cadre du cours Introduction à l'apprentissage automatique, est la reconnaissance des panneaux de signalisation routière. Notre équipe est constituée de Jade Cloître, Isabelle Esséric, Damien Larocque et Benoît Verret. Tant que les routes seront empruntées par des véhicules conduits par des humains, la majorité des informations disponibles sur l'état de la route ou sur les directions à suivre pour se rendre à destination sont données par des panneaux de signalisation routière placés près de la chaussée. Dans un avenir rapproché où la conduite autonome va tendre à se démocratiser, il faudra donc que les voitures autonomes puissent distinguer les panneaux de signalisation pour obéir au code de la route. Jusqu'à présent, la plupart des études faites sur le sujet au Canada ont été réalisées en Ontario. Vu que les panneaux routiers et les réseaux routiers sont de compétence provinciale, ces études ne sont donc pas adaptées au contexte québécois, surtout que le Québec est la seule province canadienne à avoir des panneaux unilingues en français. Le but du projet est donc de déterminer si les données disponibles dans le domaine public sont assez fiables pour réaliser un modèle de reconnaissance des panneaux routiers québécois, ou s'il faudra établir une base de données de panneaux routiers québécois pour le développement ultérieur de modèles adaptés au Québec. Alors voici comment on a prévu s'y prendre pour réaliser le projet. Alors la première étape consiste en la collecte de données, donc un choix d'une base de données dans le domaine public. On a besoin d'une grosse base de données de panneaux de signalisation internationaux et une petite base de données de panneaux de signalisation du Québec. Pour le choix des modèles, on s'est arrêté sur un réseau à convolution pour traiter les images, puis terminer avec l'apprentissage par transfert. On va donc faire un entraînement préalable du réseau à convolution avec la grosse base de données de panneaux internationaux, puis terminer l'entraînement avec l'apprentissage par transfert avec la petite base de données de panneaux québécois. Pour évaluer le système de classification, on a le taux de classification, puis la matrice de confusion. La base de données choisie pour l'entraînement préalable du réseau à convolution provient d'Allemagne. Elle s'appelle The German Traffic Sign Recognition Benchmark, GTSRB, et elle contient 43 classes et plus de 50 000 images. Pour l'apprentissage par transfert, on avait besoin d'une petite base de données de panneaux québécois. Par contre, aucune n'était existante déjà publiquement. On a donc créé notre propre petit échantillon d'images de panneaux québécois avec l'application Google Earth dans Street View. Et on a maintenant plus de 450 images et 25 classes comparables à celles de GTSRB. Nous avons utilisé GitHub afin de réunir tout notre matériel à une seule place, c'est-à-dire la base de données, le code et le fichier de présentation. Aussi, Colab de Google a été choisi afin de bénéficier gratuitement du GPU et de travailler sur le même document en même temps. Ça permet également de sauver notre modèle sur le Drive et de synchroniser le tout avec GitHub. Nous utilisons la librairie PyTorch pour ce projet. En ouvrant les fichiers avec l'extension CSV, on constate que les images n'ont pas toutes la même dimension. Aussi, le jeu de données est biaisé, la répartition des données par classe est bien trop variable. Il va donc falloir avant tout réduire le nombre de classes et uniformiser la taille des images. En pré-traitement, nous avons finalement uniformisé la taille des images à 64 par 64, normalisé en mettant les données à l'échelle en fonction de la moyenne et l'écart type. Aussi, puisque nous avons trop peu de données dans certaines classes et qu'elles n'apparaissent pas dans notre jeu de données du Québec, nous avons gardé une dizaine de classes, dont la limitation de vitesse, la priorité, le CD de passage, l'arrêt, le passage interdit, les écoliers, tourner à droite ou à gauche. Ensuite, nous avons enchaîné plusieurs transformations, dont certaines aléatoires, afin de rendre notre modèle plus robuste et d'autres pour avoir le format nécessaire à notre modèle. Le classifieur CNN est utilisé pour la reconnaissance d'objets, plus particulièrement le ResNet34, pré-entraîné afin d'avoir de meilleurs résultats. Pour les paramètres, on y va avec un optimiseur SGD qui implémente la descente de gradient stochastique avec un momentum de 0,9 et un taux d'apprentissage de 0,001. On y va aussi avec un ajustement de taux d'apprentissage en fonction du nombre d'époques, ici de 10. On fait un entraînement sur 10 époques pour avoir de meilleurs résultats, sachant que pour une époque, on fait un training par batch de 32 qui comprend l'apprentissage, la descente de gradient, l'ajustement du taux d'apprentissage. Ensuite, on fait la validation par batch de 32 également, avec seulement l'apprentissage. Et à la fin de ces deux étapes, on compare les modèles et on garde le meilleur. Ensuite, on continue sur les prochaines époques de la même façon.
Et à la fin de ces 10 époques, on sauvegarde le meilleur modèle. Donc nous avons ici un graphique représentant les valeurs de la fonction de perte à la fin de chacune des 5 époques ou des 5 itérations de la phase d'apprentissage préliminaire. On peut marquer que la perte sur les données d'entraînement atteint déjà un niveau satisfaisant à la fin de la deuxième époque, alors que la perte sur les données de validation nécessite 3 époques pour atteindre un niveau satisfaisant. On remarque que l'erreur en validation augmente sur la dernière itération, ce qui ressemble à un commencement de surapprentissage, considérant que la perte sur les données d'entraînement ne varie pas. Et donc nous avons ici un graphique représentant les valeurs de justesse, accuracy en anglais, à la fin des mêmes 5 itérations que la diapositive précédente. Les résultats sont un miroir des valeurs de la fonction de perte. On a encore des valeurs satisfaisantes de la justesse en entraînement à partir de la deuxième époque. Et on a aussi une justesse en validation qui est convenable à la troisième, quatrième époque. On voit justement qu'il y a surapprentissage à partir de la cinquième époque, comme vous voyez, compte tenu du fait que la justesse en validation, elle diminue, alors que celle en entraînement, elle reste plutôt constante. Mais c'est pas vraiment grave, vu que, comme l'a expliqué Isabelle plus tôt, nous récupérons les paramètres, donc les poids et les biais du modèle pour l'itération qui a la meilleure justesse en validation. Donc ici, on va poursuivre les calculs avec le modèle de la quatrième époque, compte tenu des résultats que nous avons pour cette itération. Pour pouvoir bien évaluer les performances du réseau, on va essayer de déterminer les indicateurs de performance sur un ensemble de tests. Donc à titre de rappel, on a séparé le jeu de données en 3 sous-ensembles, avec 75% des instances pour l'entraînement, 15% pour les validations et 10% pour le test. Donc compte tenu de la taille faramineuse du jeu de données, on aura assez d'instances pour relever les indicateurs de performance intéressants sur l'ensemble de tests. Et on va relever 3 indicateurs par classe. Donc la précision, qui est une mesure d'efficacité qui permet de déterminer si toutes les données étiquetées dans une classe viennent effectivement de cette même classe. On a le rappel, qui est une mesure de précision dans les données. Donc ça permet de constater si toutes les données appartenant à une classe furent bien étiquetées par le modèle. Et enfin, on a aussi, ça se peut que la précision et le rappel ne sont pas en accord. Donc ça se peut que la précision est maximale pour un rappel minimal et vice-versa. Donc on a une mesure qui s'appelle la F-mesure, qui est une combinaison des deux indicateurs et qui va nous permettre d'optimiser la précision sans négliger le rappel, par exemple. Tous ces indicateurs vont être comparés avec le support, c'est-à-dire c'est le nombre de données appartenant réellement à chaque classe dans le sous-ensemble de test. On peut voir ici les données du support en bleu et la précision en rouge. On remarque que pour des classes ayant entre 50 à 225 données, la précision est toujours dans les environs de 1, donc il n'y a pas de problème en ce sens. Le modèle ne rapporte pas trop de faux positifs. Même constat au niveau du rappel, il n'y a pas trop de faux négatifs dans la classification sur les panneaux allemands. Et donc, bien sûr, si on a eu des bons résultats pour la précision et le rappel, nous avons toujours de bons résultats pour la F-mesure. Nous en venons maintenant à la raison d'être du projet, à savoir l'apprentissage par transfert d'un réseau pouvant reconnaître et classifier des panneaux d'utilisation québécois. Le jeu de données du Québec est importé et subit le même pré-traitement que les données allemandes. Le réseau entraîné sur les panneaux allemands est ensuite modifié de telle sorte que la couche pleinement connectée en sortie ne contient plus 10 neurones, mais en contient 25, étant donné que nous passons de 10 classes allemandes à 25 classes québécoises. Les paramètres des couches précédentes ont été figés, ce qui veut dire que l'extraction des caractéristiques sera réalisée avec les couches entraînées avec les données allemandes, alors que la classification sera accomplie avec la couche en sortie. Enfin, pour l'entraînement, on va utiliser les mêmes paramètres qu'avec les données allemandes. Donc on va toujours avoir 5 itérations pour l'entraînement. On aura des lots de 32 exemples. On va faire une optimisation avec un algorithme de descente du gradient. Et on va utiliser une fonction de perte par entropie croisée. Et enfin aussi, pour éviter d'avoir des problèmes avec l'entraînement, on va faire une planification de taux d'apprentissage par étape. Voici le graphique des valeurs de la fonction de perte pour chacune des 5 époques. On remarque que la fonction de perte est en diminution constante et que, comme toujours, la perte en entraînement est plus faible que la perte en validation. Comme prévu, la justesse est à l'inverse de la fonction de perte. Autant les pertes étaient en diminution, autant la justesse est en augmentation. De même, la justesse en entraînement est plus importante que celle en validation, surtout pour les dernières époques, où on atteint presque 80% de justesse en entraînement et 70% en validation. Ici, on aurait éventuellement pu avoir plus d'époques pour avoir de meilleures valeurs de justesse, mais vous verrez qu'on peut déjà déterminer certaines relations en termes de performance sans avoir à faire plus d'apprentissage. En effet, quand on regarde la performance en précision, on remarque que la majorité des classes ayant une bonne précision sont celles où le nombre d'exemples en test était conséquent,
alors que les classes ayant un nombre faible d'instances sont celles qui avaient les pires valeurs de précision. On considère que les sous-ensembles de tests d'entraînement de validation ont les mêmes répartitions en deux classes, compte tenu que ces sous-ensembles ont été générés de manière aléatoire. Ce qui veut dire que le réseau de neurones prédit un nombre non négligeable de faux positifs. Mais quand on observe les performances en rappel, on remarque que c'est pas mal du tout ou rien. Pour une classe donnée, le modèle ne prédira que des faux négatifs ou que des vrais positifs. On remarquera que les classes où le modèle prédit des faux négatifs sont les mêmes où il y avait beaucoup de faux positifs dans la diapositive précédente. Et donc, en termes de F-mesure, on a bien une vue générale du problème. On peut vraiment constater qu'un nombre suffisant de données dans une classe empêche d'avoir des mauvaises performances. On pourrait même établir un seuil critique à partir duquel un nombre de données dans une classe garantirait que celle-ci sera bien performante. Cela montre vraiment qu'il faut plus de données québécoises pour qu'un modèle préalablement entraîné avec des données externes puisse bien performer sur les routes du Québec, notamment en considérant qu'un tel modèle doit être capable de généraliser sur une multitude de panneaux propres au contexte québécois. In fine, ce projet avait pour but de déterminer si les données disponibles dans le domaine public sont assez fiables pour réaliser un modèle pouvant reconnaître les panneaux routiers du Québec. Les modèles qui furent développés et les analyses qui furent menées à cette fin ont montré que les performances d'apprentissage par transfert sur un modèle préentraîné ne sont pas satisfaisantes, notamment compte tenu du peu de données québécoises facilement disponibles. Il conviendrait donc de créer un jeu de données à partir d'images prises sur le terrain afin d'entraîner un nouveau modèle. De même, avant d'implémenter un modèle de ce type dans un véhicule autonome, il conviendrait d'ajouter des classes correspondant aux panneaux qui furent ignorés pour ce projet.